Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une planète qui a reçu le nom de UCF 1.01. Ce monde se trouve à environ 33 années-lumière de la Terre. Cela fait de cette planète notre voisine la plus proche sur le plan cosmique, bien entendu. Honnêtement, ce corps spatial n'est jamais que candidat à être reconnu comme une planète, car les astronomes n'ont pas encore mesuré sa masse. Mais ils ont de grands espoirs. Cette planète potentielle est très différente de notre Terre. À seulement 2,7 millions de kilomètres de son étoile, elle complète son orbite en 1 jour et demi. C'est un monde brûlant et désert dont la température de surface peut atteindre 540 degrés Celsius. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la planète entière est probablement couverte de magma. Même si UCF 1.01 a eu une atmosphère, elle s'est certainement évaporée depuis longtemps. Mais alors, la question qui se pose est la suivante. Et si la Terre subissait un jour un événement catastrophique qui la laisserait dans cet état, bouillonnante avec sa surface recouverte d'une épaisse couche de lave? Les gens parviendraient-ils à s'adapter à ces conditions et à migrer sous terre? Cela semble incroyable, mais les experts sont sûrs qu'avec le temps, les humains se transformeraient en des sortes d'hommes taupes. Et ce, sans sacrifier leur bien-être. Bien sûr, la vie serait très différente d'aujourd'hui. Plus de coucher et de lever de soleil. Fini les voyages en avion et l'exploration spatiale, à moins qu'on ne trouve le moyen de lancer une fusée depuis le sous-sol. Plus de pique-niques dans les parcs ou de bains de soleil au bord de la mer. Les gens devraient construire un vaste réseau de tunnels souterrains qui relierait les grandes villes. Les transports les plus probables dans ce nouveau monde seraient des trains à grande vitesse silencieux et des voitures électriques. Après avoir migré sous terre, les gens auraient des difficultés non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Au début, leur nouvelle maison serait un endroit sombre et stérile, sans air frais et sans couleur. Pour s'adapter à ces conditions de vie difficiles, les gens devraient modifier leur mode de vie. Des serres, des parcs bien éclairés avec des arbres et des projections virtuelles du ciel, des odeurs et des sons familiers, tout cela aiderait les gens à s'adapter à leur nouvelle vie. Après avoir vécu sous terre pendant plusieurs générations, les gens commenceraient à avoir une apparence un peu différente. Pâles à cause du manque de lumière du soleil, avec de grands yeux sensibles adaptés à un éclairage plus faible et des poumons plus développés. Quant à la possibilité même de vivre sous terre, eh bien, écoute plutôt ça. On pourrait imaginer les profondeurs de la Terre comme une énorme masse de roches solides comprimées. Mais la réalité est différente. Cette masse est fortement fracturée. L'eau coule le long des fractures et des fissures de la couche externe de la planète, la croûte. Certains de ces cours d'eau atteignent des profondeurs de plusieurs kilomètres. En d'autres termes, le sous-sol de la Terre pourrait probablement accueillir une vie végétale et animale. Si les gens vivaient sous terre, il ne manquerait pas d'eau douce. Les réservoirs à l'intérieur de la planète contiennent 100 fois plus d'eau que tous les lacs, rivières et marais réunis. De plus, cette eau ruisselle à travers le sol qui agit comme un purificateur. Mais les gens devraient faire très attention à ne pas endommager ces réservoirs. Sinon, les villes souterraines seraient inondées et se transformeraient en pièges géants remplis d'eau. Ce serait aussi un véritable défi de vivre sans la lumière du soleil. Les plantes ne peuvent pas survivre sans la lumière ultraviolette du soleil. Elle est absolument nécessaire à la photosynthèse car la lumière solaire sert à obtenir des nutriments à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Un des produits dérivés de ce processus est l'oxygène, une chose dont les gens ne peuvent pas se passer. Donc, pas de lumière solaire, pas de plantes, pas d'oxygène. La lumière du soleil est également cruciale pour l'homme. Par exemple, elle aide ton cerveau à libérer de la sérotonine, une hormone qui améliore ton humeur et te fait te sentir calme et concentré. Grâce au rayonnement ultraviolet B de la lumière du soleil, ta peau produit de la vitamine D. Celle-ci est indispensable pour avoir un système immunitaire fort et des os, des dents et des muscles en bonne santé. C'est pourquoi les gens devraient trouver un moyen de remplacer la lumière du soleil. Heureusement, des lampes LED capables d'émettre des ondes UV pourraient produire la lumière dont les corps humains et les plantes ont tellement besoin. Dans ce nouveau monde souterrain, il n'y aurait pas de grands champs éclairés par le soleil. Au lieu de cela, il y aurait des serres tentaculaires avec des lampes LED qui brilleraient au plafond. Des machines spéciales alimenteraient les plantes et les cultures avec de l'eau recyclée riche en nutriments. Dans certaines zones situées dans d'étroites failles souterraines, les gens utiliseraient des conteneurs de transport au lieu de serres.
Ces conteneurs seraient remplis de rangées verticales de plantes et d'ampoules LED bleues et rouges. Quant aux personnes, elles devraient suivre un régime riche en vitamine D. Cela signifierait manger beaucoup de jaunes d'œufs, de fromage, de poissons, d'épinards, de soja, etc. Si ces aliments ne suffisent pas, des suppléments de vitamine D feraient l'affaire. Sans la lumière du jour, les gens auraient des problèmes avec leur rythme circadien, lesquels régulent nos habitudes de sommeil. Si tu étais isolé dans un endroit sans la moindre lumière, tu pourrais facilement dormir pendant 48 heures d'affilée. C'est pourquoi les personnes qui vivraient sous la surface de la Terre auraient besoin de lumières artificielles pour contrôler leur horloge interne. Il n'y aurait aucun problème avec l'électricité, elle serait produite à l'aide de la chaleur interne de la Terre. Ce type d'énergie est appelé géothermie, des mots grecs géo pour terre et thermos pour la chaleur. Elle peut être extraite de l'eau chaude et de la roche. Comme un oignon, notre planète est constituée de plusieurs couches. La partie la plus profonde est un noyau solide d'environ 2400 km de diamètre. Composé de fer, il est entouré d'un noyau externe brûlant. Il fait jusqu'à 2250 km d'épaisseur et est principalement composé de nickel et de fer liquide. La couche suivante est le manteau. Même si beaucoup de gens l'imaginent comme de la lave, le manteau est en fait de la roche. Mais cette roche est si chaude qu'elle peut couler comme du goudron. La température au cœur de la Terre peut atteindre 6000 degrés Celsius. C'est presque 540 degrés de plus qu'à la surface du Soleil. Le manteau est également brûlant, de 4000 degrés Celsius à la surface du noyau à 400 degrés Celsius dans ses parties extérieures. Pas étonnant que les gens n'aient pas de difficulté à transformer toute cette chaleur en énergie électrique. Mais comme l'intérieur de notre planète est incroyablement chaud, les gens ne pourraient pas construire de villes trop profondément sous terre. Toutes les zones habitables resteraient probablement plus proches de la surface. La partie la plus externe de la Terre, la croûte terrestre, ressemble à la coquille d'un œuf dur. Elle est divisée en blocs gigantesques appelés plaques tectoniques. Lorsque deux plaques entrent en collision, des montagnes se forment et de nouvelles failles apparaissent dans le plancher océanique. Ces plaques ont des largeurs différentes, de 40 km d'épaisseur sous les continents à 8 km sous les océans. Ces blocs se déplacent en flottant sur le manteau terrestre, lentement, presque imperceptiblement. Cela signifie que les villes souterraines bougeraient aussi, mais qu'il serait pratiquement impossible de remarquer ces mouvements. D'ailleurs, c'est au XVIIe siècle que les gens ont commencé à croire qu'il pouvait y avoir un autre monde à l'intérieur de notre planète. Cette idée a reçu le nom de théorie de la Terre creuse. Elle affirmait que la moitié de la planète était occupée par le poids de sa surface. Sous la surface, il y avait un espace vide. Un petit soleil était suspendu au centre de cette cavité, ce qui créait un environnement tropical confortable sur la face intérieure de la surface de la Terre. On pouvait pénétrer à l'intérieur de la Terre par l'une des ouvertures situées près des pôles sud et nord. On pensait qu'une race d'humains évolués vivait dans la planète. Ils étaient pacifiques et y vivaient depuis des siècles. Bon, clairement pas des humains. Ils disposaient de technologies uniques, comme des véhicules volants par exemple. Et comme le climat à l'intérieur de la planète était plus doux que celui de la surface, cette race était beaucoup plus forte et en meilleure santé. Même si cette idée ressemble à de la science-fiction, plusieurs scientifiques célèbres l'ont soutenue. Certaines personnes sont encore persuadées qu'il existe un autre monde à l'intérieur de notre planète. Mais si la Terre était creuse, elle n'aurait pas de champ magnétique. Et sans champ magnétique, les vents solaires dépouilleraient notre planète de son atmosphère en un clin d'œil. Ce qui laisserait notre planète verte, déserte et inhabitable, comme c'est le cas de Mars. Le champ magnétique de notre planète existe grâce au processus qui se déroule en son centre, qui n'est pas du tout creux. Des métaux liquides sont constamment en mouvement dans le noyau externe de la Terre, ce qui génère des courants électriques. Lorsque la planète tourne autour de son axe, ces courants électriques forment un puissant champ magnétique. La partie de la magnétosphère tournée vers le Soleil est aussi grande que 10 rayons terrestres. Et l'autre côté s'étend en une magnétoqueue qui représente près de 200 fois le rayon de la Terre. On a voyagé loin jusqu'au noyau de la Terre et dans l'espace. Mais si l'on pouvait combiner ces aventures et découvrir ce qui se cache dans les entrailles des autres planètes et lunes du système solaire. Avec l'aide de cette hyperforeuse interstellaire, nous pouvons y parvenir, du moins en partie. Les coordonnées sont entrées, tous les systèmes sont prêts, et notre première destination est... la Lune. Notre Lune en fait.
Nous atterrissons sur sa surface grise et désolée sous un ciel noir. Pas de bleu ici car il y a très peu d'atmosphère pour disperser la lumière. La foreuse se met en marche et nous traversons d'abord la couche externe de la Lune, la croûte comme sur Terre. Comme nous sommes sur la face ensoleillée, l'épaisseur de cette couche n'est que de 70 km. Mais si nous nous posions sur la face cachée, elle serait plus de 2 fois plus épaisse. La Lune est un corps rocheux, sa croûte est donc en grande partie constituée de silicium, de fer, d'aluminium, de calcium, d'oxygène et de magnésium, avec des quantités beaucoup plus faibles d'autres éléments. Plus bas, on trouve le manteau, et c'est un voyage long et fastidieux. Cette couche a une épaisseur d'environ 1400 km. Elle se réchauffe au fur et à mesure que l'on s'enfonce, et on y trouve des minéraux composites, le pyroxène et l'olivine. Ils sont composés de fer, de silicium, d'oxygène et de magnésium dans des proportions différentes. Puis, on traverse les couches dures et on entre dans le noyau externe semi-fondu. Un autre voyage d'environ 150 km nous attend à travers ce marécage brûlant, et on plonge dans l'océan de fer du noyau liquide. Il fait près de 100 km d'épaisseur, et le métal en fusion menace de nous vaporiser à tout instant. Mais cette foreuse a été conçue pour supporter des assauts impitoyables. Et puis soudain, on s'arrête. Dans les parties les plus profondes de la Lune, il y a un noyau de fer solide qui a une épaisseur de 240 km. On pourrait forer à travers, mais ce ne sera pas nécessaire. Alors on y place juste le drapeau, puis on passe à la planète suivante sur notre liste de forage. Et il s'agit de Mercure. Il faisait déjà chaud à l'intérieur de la Lune, mais à la surface de la plus petite planète du système, ça l'est encore plus. C'est parce qu'elle est si proche du Soleil, bien sûr. Très bien, forons. Mercure possède une coquille externe assez épaisse, qui est à la fois sa croûte et son manteau, et qui s'étend sur environ 400 km de profondeur. Ce n'est pas le voyage le plus fascinant, elle ressemble à la Terre dans plusieurs aspects. Mais ensuite, la foreuse s'arrête et s'enfonce dans une paroi métallique solide. Il s'agit du noyau de Mercure qui a un diamètre de plus de 4000 km. Il occupe 85% du diamètre total de la planète. Inutile d'essayer de forer à travers celui-ci, il est entièrement métallique et extrêmement dense. Passons à la planète suivante, et nous voici sur Mars à présent. Oh, regarde, c'est le coucher du soleil ici, et le soleil rend le ciel d'un bleu brumeux. Mais tu connais la procédure. Je veux dire, on est ici pour forer, et c'est ce qu'on va faire. La croûte de Mars est assez fine comparée à celle de la Terre, seulement 10 à 50 km de profondeur. Mais sa composition est sensiblement la même. Fer, aluminium, calcium, potassium et magnésium. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains cherchent à coloniser un jour la planète rouge. Elle est très semblable à la nôtre. Nous avons très vite percé la première couche, et la seconde, le manteau, se trouve maintenant devant nous. C'est une couche dure et rocheuse d'une épaisseur d'environ 3000 km. En raison de sa taille, Mars n'est plus actif sismiquement. Il n'y a tout simplement pas de magma en ébullition sous la surface de la planète, ce qui la rend silencieuse et paisible. C'est un long travail de forage, mais nous nous arrêtons finalement de manière brutale en nous heurtant au noyau, une boule de fer, de nickel et de soufre d'un diamètre de 3200 à 4200 km. Ce noyau est plus gros que celui de Mercure, mais la planète elle-même est plus grosse aussi, donc ça se comprend. Ok, notre prochain arrêt est encore plus intéressant car il s'agit de Jupiter. Cette géante gazeuse a une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et nous avons atterri en plein milieu d'un océan. L'océan, si j'ose dire, est le plus grand de tout le système, et il est fait d'hydrogène liquide. La foreuse passe sans problème à travers la surface de la planète, puisqu'il n'y a pas de roche ou de métal dur ici, seulement du gaz et du liquide. Mais les secousses, aïe aïe aïe, la pression sur cette planète est plus qu'énorme, elle est inimaginable. La foreuse est à peine capable de la supporter, et plus elle s'enfonce, plus la pression augmente aussi. Nous avons atteint le noyau de Jupiter et ces conditions sont presque insoutenables. La température ici est d'environ 50 000 degrés Celsius. Et le noyau lui-même n'est pas solide mais liquide, maintenu par l'immense pression de tous les côtés. La foreuse commence à vibrer de façon inquiétante. Mauvais signe. Vite, on sort d'ici avant qu'elle ne se brise. Ouf, pas de vent, pas de pression, pas de chaleur. Tout autour de nous n'est qu'un vaste désert glacé, sillonné de crêtes et de bandes rougeâtres. C'est Europe, une des lunes les plus prometteuses de Jupiter. Pendant que nous forons à travers la glace, laisse-moi t'expliquer. Europe est l'une des candidates les plus probables pour abriter une vie extraterrestre dans le système solaire. Et elle peut être trouvée juste en dessous de la coquille de glace à travers laquelle nous sommes en train de creuser.
Elle n'a qu'une épaisseur de 15 à 25 km, alors qu'en dessous se trouve un énorme océan d'eau salée, 2 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Le point le plus profond de la Terre est le Challenger Deep, et il se trouve à un peu plus de 10 km de profondeur. L'océan d'Europe, quant à lui, peut atteindre jusqu'à 160 km de profondeur. Qui sait ce qui peut se cacher dans cette mer si sombre et si profonde ? Quoi qu'il en soit, on traverse rapidement cette eau et on atteint finalement le fond de l'océan. Le manteau commence ici et il est fait de roches, tout comme sur Terre. Et à peine plus profond, on trouve le noyau métallique de ce satellite. Europe est un peu plus petite que la Lune de la Terre. Il n'est donc pas très surprenant d'atteindre son centre assez rapidement. Ok, on continue et on va plus loin. Oh, je préfère qu'on foire aussi vite que possible. Regarde autour de toi, ça brûle ici. Nous sommes bien sur Io, une autre lune de Jupiter, et le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. Regarde, ce volcan fait 2 fois la taille du mont Everest, et il est en train d'entrer en éruption. Heureusement, nous sommes déjà sous la surface d'Io, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en sécurité pour autant. Tout est en fusion ici aussi, et principalement de couleur jaune et brunâtre à cause des énormes quantités de soufre. La puanteur doit être horrible. Bref, la caractéristique la plus particulière est que tout est toujours en mouvement sur Io, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jupiter et ses autres lunes génèrent d'énormes forces de marée, faisant gonfler la surface d'Io de plus de 100 mètres de haut en bas, comme les plus grands tsunamis sur Terre. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau, mais de la roche. Plus on s'enfonce, plus ça se calme, jusqu'à ce que l'on arrive au noyau de fer. C'est toujours chaud ici, mais au moins, il n'y a pas de tremblement et de gonflement comme au-dessus. Mettons un autre drapeau et allons au prochain point. Et ce serait bien Saturne, la 2e plus grande planète du système solaire et la plus connue pour ses anneaux spectaculaires. Pas la seule à en avoir d'ailleurs, mais nous y reviendrons. Maintenant, comme tu l'as sûrement remarqué, notre foreuse tombe simplement à travers l'hydrogène et l'hélium gazeux qui constituent la majeure partie de la surface et de l'atmosphère de la planète. Pas besoin de travailler ici, il suffit d'attendre et d'espérer que l'immense pression ne réduira pas notre foreuse en un tas de ferraille. Enfin, la pression est devenue si énorme qu'on se retrouve dans l'hydrogène liquide. Et là, on commence à plonger. Bientôt, on va atteindre le noyau solide de Saturne. Ah, nous y sommes. Il est fait de fer et de nickel et est en fait assez petit comparé au reste de la planète. Bien, une dernière destination nous attend, alors allons-y. Et nous voilà, Neptune. La foreuse déploie immédiatement des ancres car les vents sont ici extrêmement puissants. Ils atteignent des vitesses 5 fois supérieures à celles des ouragans les plus dévastateurs sur Terre. Neptune est recouverte d'une assez fine couche d'hydrogène et d'hélium, tout comme Saturne ou Jupiter. Mais en dessous, il y a bien plus que cela. Il fait chaud, il y a du vent et on se sent très seul ici, à la périphérie du système solaire. Alors, autant creuser. Sous les gaz, on trouve tout à coup une masse chaude et bouillonnante d'eau, de méthane et d'ammoniac. Ouf, ces substances sont chaudes même si Neptune est appelée une géante de glace. Ce nom vient de son noyau. Au plus profond, là où nous nous dirigeons rapidement en ce moment même, une petite boule de roche et de glace trône toute seule. Et malgré les températures ardentes du dessus, la glace en dessous reste toujours froide. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète.
L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin quelque chose de solide.
C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux.